Bon, écoutez, nous allons débuter pour ne pas faire attendre plus longtemps nos deux stars du sport français qui sont avec nous. Nos deux parrains de cette deuxième édition de ce salon Génération Reconversion. Nous avons l'immense chance d'avoir avec nous ici sur cette scène deux grands champions français que vous allez déjà, avant toute chose et avant que je les nomme, applaudir et remercier. Bonjour Laura. Bonjour Miguel. Bonjour Trésor. Bonjour Miguel. Laura, la plus grande escrimeuse de tous les temps en France, avec 2 titres de championne olympique, 5 médailles olympiques, 6 titres de championne du monde, 15 titres de championne de France. Je pourrais continuer comme ça pendant 2 ans et demi. C'est énorme. La plus grande épéiste française de tous les temps, bien évidemment, est avec nous. Avec Laura, on va parler de son parcours de championne d'exception, mais aussi de son parcours d'après, de sa reconversion. C'est un sujet très important, parfois compliqué pour les sportifs de très haut niveau. Trésor Makunda, sportif toujours en activité, qui continue à, on ne va pas le dire, plus de 40 ans. Tu continues, Trésor, hein, tu ne vas pas t'arrêter. Oui, je continue encore un an. Oui. Encore un an pour les prochains championnats? Les championnats du monde qui arrivent bientôt, l'année prochaine. Trésor Makunda, 4 médailles, lui, aux Jeux. 3 de bronze, 1 d'argent. Tu m'en as enlevé une. Je t'en ai enlevé 1, il y en a 5. 5. Bon, ok, d'accord. Désolé. 1 titre de champion du monde. On va parler de ta carrière, de ton métier aussi à côté, de comment tu concilies les deux, c'est-à-dire tes activités sportives et tes activités professionnelles. On va commencer honneur aux femmes avec Laura. Tu m'en veux pas, Trésor? Non, c'est la galanterie. et c'est ma grande sœur, donc oui. Voilà. Approchez-vous près des premiers rangs pour profiter de Trésor et de Laura, avec lesquels on pourra avoir un temps d'échange tout à l'heure. Vous pourrez poser des questions à Laura Flessel et à Trésor Makunda, bien évidemment. Mais avant, et pour planter un peu le décor, on va revenir à vous, à votre vie de sportif de haut niveau, votre vie d'avant peut-être aussi d'ailleurs, et votre vie d'après. Laura, la petite fille que tu étais rêvait de devenir épéiste ou pas du tout? Alors déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ravi et merci aux équipes de Transition Pro Île-de-France de cette invitation. On sort des Jeux Olympiques et Paralympiques et pour garder cette ferveur, cette flamme, on parle de la flamme de la reconversion et donc du coup, nous sommes un petit peu les parrains et marraines. Alors la petite fille que j'étais, à 5 ans et demi, a juste été un petit peu insolente et a dit à sa mère juste « je vais être championne ». Et ma mère m'a dit « trouve ton sport ». Il y a eu en fait cette chance de voir une rétrospective de match de sabre, 2 personnes en tenue blanche, fini les brindilles, les bâtons qui traînaient autour de la maison, sur la plage. J'étais dans le concret. Donc effectivement, avec mes frères, nous sommes allés dans une salle d'escrime en Guadeloupe et j'ai pratiqué. Et quand je me suis présentée, et c'est mon entraîneur qui me l'a dit, qui me le rappelait, il m'a dit tu t'es dit bonjour, je suis Laura, je vais être championne. Il m'a dit bienvenue dans la famille de l'escrime. C'était ça mes premiers mots à l'escrime. Il m'a appris en fait à perdre parce qu'il voyait que le côté ludique ne m'intéressait pas. Donc il m'a appris à perdre, en me surclassant au fil des années. Et effectivement, à chaque fois, je revenais, je lui disais et après. J'ai compris et après. J'ai compris et après. Et finalement, j'arrivais à trouver des solutions. Et il s'est vraiment en fait attaché à me dire que j'avais des compétences, mais qu'il fallait écouter. Et comme j'étais curieuse, et je reste encore curieuse, j'ai appris à rebondir. Dans mon cheminement, c'est un genou au sol, jamais les 2 en même temps. Et regarde autour de toi. Et donc, du coup, effectivement, j'ai été très vite détectée à 14 ans par la Fédération française d'escrime. Mais vous savez, aux Antilles, il fait chaud, il y a le carnaval, il y a les plages, il y a la famille. Nous sommes très famille. Ouais. Il y a les acras. Et je me suis dit, en fait, j'ai l'entraîneur qu'il me faut. Je pars faire des bluffs. La fédération me repère. Je vais rester, en fait, encore chez moi. Et donc, je faisais des allers-retours de 14 à 18 ans. Et ils m'ont dit une chose. Ouais. Tu as été détectée à 14, mais tu peux ne pas être forte à 18 ans.
et j'ai dit que ça ne tienne, je ferai des allers-retours. Je n'ai jamais été en équipe de France, mais j'étais juste là pour être dans le groupe, gérer des détectés potentiels. Et finalement, à 18 ans, le bac en poche, le minimum syndical pour que ma mère, qui était dans l'enseignement, me laisse partir. Ça a été ça, et je suis venue ici, dans la métropole. Je suis rentrée à l'INSEP, et là, je me suis rendu compte que, en fait, c'était encore plus de rigueur, encore plus d'entraînement. Donc, j'ai serré les dents, et aujourd'hui, je suis avec vous. Bravo, on peut applaudir. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Laura, c'est que les compétences, c'est une chose, mais tu avais déjà ce mental, cette volonté qui a dû te servir forcément dans ta carrière d'athlète et d'après-carrière d'athlète. Effectivement, on peut dire que si on sort mes singularités, la première, c'est le mental. C'est-à-dire ma singularité, c'est que je n'abandonne jamais. La deuxième, c'est la curiosité. En fait, j'aime prendre et tirer profit de l'environnement. Donc j'ai vite compris que pour être championne, il fallait en fait durer et être au contact des championnes. Donc j'ai décidé d'être aussi invisible à un moment, et j'ai accepté d'être l'éternelle remplaçante à l'époque en 91, de 91 à 95, j'étais l'éternelle remplaçante pour mon entraîneur. Il disait que j'étais trop jeune, pas assez d'expérience. Et donc, du coup, j'ai appris en fait à côtoyer et à donner à mes sparring partners ce que. Donc, je donnais 200%, mais je savais qu'à un moment, j'allais récupérer. Et effectivement, ma singularité, c'est ma force mentale, mais quand je suis déterminée, je deviens patiente. Donc, la deuxième singularité, ça a été de travailler à bas la blanc, comme on dit. Mais je me suis rendu compte qu'avec le passé, je me suis instruite. Et lorsque j'ai pu faire un hold-up en 95 pour entrer en équipe de France, je n'ai plus lâché l'équipe de France jusqu'en 2012. C'est là que la guêpe est née. La guêpe était déjà née en Guadeloupe. Ouais, j'allais te le dire. Vient de la Guadeloupe. Oui, c'est ça. La guêpe existait déjà. Elle s'est révélée, à ce moment-là. On va parvenir donc sur ta carrière immense qu'on a évoquée tout à l'heure à travers tes titres. Ce qui va nous intéresser, et pour celles et ceux qui sont en réflexion de reconversion, c'est ce qui s'est passé à partir du moment où tu t'es dit, ça y est, je raccroche l'épée. Et ça a été une décision difficile à prendre? Alors, l'escrime, c'est un sport amateur. Donc, on parle double projet en parallèle, en permanence. Sport amateur, donc du coup, j'ai travaillé en double projet, en sachant que sur les années olympiques, on lève le pied forcément sur le professionnel. Donc, j'ai passé le bac, et après, j'ai fait une mauvaise réorientation. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de parler ensemble. J'ai fait une mauvaise réorientation parce qu'on m'a dit, tu aimes le sport, tu aimes les enfants, sois professeur d'éducation physique. En fait, j'ai suivi à la licence, je me suis dit, mais c'est pas ça. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé ma mère en lui disant, je me suis trompée. Elle m'a dit, mais Laura, c'est de l'apprentissage. Et donc, du coup, j'ai fait une valorisation d'acquis. J'ai fait un bilan de compétences qui était faux à cette époque. On me disait qu'il fallait arrêter le sport. Donc, il était impensable, impensable. Donc, ma mère m'a dit, tu as le bilan dans les mains? Je fais oui. Elle m'a dit, déchire et je veux entendre. Donc, du coup, en fait, elle a validé mon choix de faire les deux. Ça a été complexe, mais finalement, j'ai trouvé ma direction qui était plutôt dans le développement de tourisme d'affaires. Mais il y a plusieurs cordes à mon arc encore, vous le verrez. Oui. Et en fait, j'ai juste compris que j'étais déterminée à découvrir le monde et m'associer avec les meilleurs. Donc, effectivement, il a fallu avancer. Et à un moment, je me suis dit, de 20 à 30, qu'est-ce que c'est beau de voir mes copines maman, et pourquoi pas maman championne et entrepreneur. Donc, du coup, à chaque fois, quelque part, je demandais la validation de mon entourage, et je me rendais compte qu'il y avait toujours une complexité. Le sport, c'est un sport, alors un sport écrit par des hommes, pour des hommes, et les femmes étaient entre parenthèses. Et je me suis dit, à quoi bon dire ça? On va peut-être on va ouvrir la parenthèse et on va mettre avec les femmes. Et je me suis rendu compte que ça donnait une bouffée d'oxygène. Donc, à chaque fois, je partais dans un combat et je trouvais des alliés, ce qui est super important. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que pendant ta carrière d'athlète, du fait de pratiquer un sport amateur, tu n'avais pas assez de sources de revenus pour subvenir à tes besoins et que tu avais besoin de monter ton projet professionnel perso en parallèle. Tout à fait. Je viens des années, alors ça s'est amélioré et encore, il y a beaucoup à faire. Il y avait moins de rentrées d'argent à cette époque-là? C'est-à-dire que j'étais quasiment une smicarde du sport.
Pourtant, j'avais des médailles. Après, j'ai appris le système. Donc, on vend son image, mais il faut proposer des histoires à raconter et à crédibiliser. Et donc, du coup, c'est comme dans tout. Un jour, j'ai eu la chance d'avoir en fait un homme qui m'a regardé, qui était mon tuteur, Christian Monteilly, à l'Office du tourisme, c'est devenu Monsieur Atout France, qui m'a dit « mais tu ne peux pas continuer comme ça ». Donc, on va en fait créer un cadre pour te permettre aussi d'avoir de l'oxygène et une rémunération qui représente ta vie. Et à partir de là, on a compris, on a structuré, j'ai eu un agent, je suis allée dans le côté humanitaire et associatif et je me suis rendu compte que j'aimais ça aussi, corde à mon arc. Donc, par la suite. Une de plus. Une de plus. Mais derrière, je me suis dit, l'opportunité fait le larron, mais il faut être crédible. Et donc, du coup, j'ai continué à travailler en gagnant des médailles et je suis allée voir, en fait, la vie de la cité. Et c'est en cela que j'ai pu me rendre compte qu'on pouvait vivre mieux. Mais effectivement, comme j'ai eu des médailles, j'ai eu des partenaires. Partenaires qui disparaissent aussi dès qu'on arrête. Donc, on redevient, en fait, invisible. Donc, j'ai appris aussi à serrer les dents. Parce que quand on est champion, on a beaucoup d'amis, mais des vrais faux amis aussi qui apparaissent. Et lorsqu'on arrête, le téléphone ne sonne plus, les gens nous détournent du regard et on est seul. Et là, on peut compter les amis autour de nous. Mais j'avais la famille et j'avais des nouveaux amis et des alliés. Et c'est en cela que j'ai accepté d'avoir géré les dents serrées, caché derrière un masque, mais je n'ai jamais en fait hésité à me dire, je vais peut-être proposer à Stéphane Mas un projet, je vais proposer à... Et c'est en cela que c'est bien aujourd'hui aussi de pouvoir partager autour de la réussite. Mais dites-vous bien, on est hanté, nous sommes sur des sièges éjectables et on n'avait pas de CDD, CDI. Donc en permanence, on pouvait sauter. Et j'ai accepté d'être dans ce challenge en me disant, et si je regardais la bouteille à moitié remplie ? Et à propos de challenge, tu as aussi accepté, nouvelle corde, d'être ministre des Sports. Quand on te propose ce poste, quand même, là, on passe de l'invisible au très visible. Tout à fait. Et en fait, on a moins de 48 heures pour dire oui. C'est ça. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en étant sportive de haut niveau, en étant citoyenne de mon pays, j'ai rencontré en fait des associations. Et donc, du coup, je suis devenue... Je n'ai pas été parachutée dans la politique. Il y a eu en fait des phases d'apprentissage et j'ai été en fait au Conseil économique, social et environnemental. J'étais la présidente d'un comité de lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport, le sexisme, le racisme, l'homophobie, le handicap, la radicalisation. Et donc du coup, je travaillais avec des associations et je remontais au ministère de l'époque des projets de développement pour le faire ensemble. C'était pas un hasard qu'on te propose. C'était pas un hasard. En revanche, lorsqu'on mouille le maillot pour l'équipe de France, on pense à la sportive. Et à un moment, je me suis dit, et pourquoi pas mouiller pour mon pays ? On prend des coups, on perd à 50% des amis parce qu'on affiche notre couleur politique, mais qu'importe. Je me suis dit, je veux faire pour mon pays. Et pendant 18 mois, on vit que pour son pays. Et en fait, ça a été une expérience enrichissante. En revanche, effectivement, j'ai pu participer à l'élaboration de Paris 2024. On a tous vu que c'était une réussite. Aujourd'hui, l'héritage continue parce qu'on va essayer de travailler pour placer ces 45 000 bénévoles dans la société. Donc, du coup, il y a un fil conducteur à tout ce que j'ai pu faire. Et puis, finalement, je me suis rendu compte, et pourquoi pas repartir dans l'entreprise pour faire les choses très vite. En étant pragmatique, j'aime, mais je suis peu patiente. Donc, je suis repartie dans l'entreprise en me disant, je vais encore reperdre des amis ou des faux amis, mais je vais encore retrouver en fait des opportunités. Les opportunités pour les sportifs de haut niveau comme toi, elles sont parfois peu nombreuses à la fin de la carrière. Et justement, pour revenir à ton actualité, depuis 2021, tu as créé cette entité Sport, Excellence, Reconversion pour les sportifs de haut niveau, la première école dédiée aux sportifs qui, lorsqu'ils terminent leur carrière, se retrouvent parfois face à un mur, ne savent pas où aller et qui cherchent où et comment se reconvertir. Entre autres, cette école, mais cette école, elle compte beaucoup pour moi. Parce que dans le monde de l'entreprise, on parle beaucoup d'usure du salarié. Et bien, dans le monde du sport, c'est aussi la même chose. Un chiffre, 3 à 5 000 sportifs arrêtent par an. On a en fait environ 40% de décrocheurs qui n'ont pas en fait le bac. Mais on a une intelligence de transformation qui peut nous permettre de rebondir. On sait qu'on est dans un pays où on regarde énormément les diplômes. Donc, du coup, ça coince. Alors, de ce fait, effectivement, en étant au ministère, j'ai vu un petit peu la gouvernance. Et après, je me suis dit, pourquoi pas
co-créé une école, donc co-créé avec Richard Hulin, mon associé, on a co-créé une école pour répondre aux besoins, je dirais, de nos champions en essayant d'anticiper et pas en fait être là à la fin. Parce que souvent, des fois, lorsqu'on prépare mal, on fait l'année de trop. On annonce qu'on arrête et puis finalement, un an après, on revient. Donc du coup, l'idée, c'est d'accompagner, je dirais, avec le temps comme un allié. Certains ont arrêté à 14 ans, donc ils ne vont pas partir sur un process de 240 heures. Mais il faut en fait amener, et donc du coup, on a décidé de monter leurs compétences, de conscientiser leurs soft skills et de les transférer dans le monde de l'entreprise avec des entreprises partenaires pour qu'ils soient aussi des hommes et des femmes de demain fiers de mouiller le maillot pour d'autres sociétés et d'autres entreprises, voire qu'ils deviennent des chefs d'entreprise aussi. Ce sont eux qui viennent vous voir avec leurs besoins spécifiques à chacun, chacune? Oui, en fait, c'est individuel. On ne veut pas faire de copier-coller, on ne cherche pas la masse. On veut vraiment être acteur de cet accompagnement pour l'humain au cœur de sa transformation. En revanche, on sait aussi que les sportifs, ils connaissent l'abnégation, ils connaissent la peur, la pression, le rebond. Ils acceptent la victoire. Donc, du coup, on a en fait des éléments qui nous permettent en fait de les stimuler. Mais derrière, il faut avoir une vraie réalité du monde économique. Un exemple, j'ai une amie qui était kiné. Elle a fini son bac kiné. Elle a fait plus de 10 ans de sa carrière. Elle avait 3 enfants. Et au Jeu de Londres, elle s'est dit, mais je ne veux plus faire ça. Donc, on l'a accompagnée. Elle a été accompagnée dans sa reconversion. Et aujourd'hui, elle fait du marketing sportif. Elle est épanouie, elle est motivée. Lorsqu'elle se lève le matin, elle a des paillettes dans les yeux. Et donc, du coup, tous ces exemples m'ont montré qu'effectivement, on va prendre du temps, on va trouver des partenaires financiers parce que c'est compliqué, un sportif. Il ne va pas faire un prêt alors qu'il a fait toute sa vie. Donc, du coup, on essaye d'harmoniser en fait ce parcours post-compétition. On va pouvoir en parler de ce parcours, de vos parcours, avec un temps d'échange avec Laura dans les minutes qui viennent. Mais on va peut-être déjà demander à Trésor ce qu'inspire le parcours. Qu'est-ce qui t'inspire le parcours de Laura, Trésor? Déjà, bonjour à tous. Le parcours de Laura, alors le parcours de Laura, vous savez, c'est pour beaucoup de sportifs qui sont en activité ou qui ont arrêté leur carrière. Laura, c'est quelqu'un qui a marqué le sport français. Et donc, dans sa description et dans comment elle écrit son histoire, bah c'est tout ce que nous, on a pu voir et pu vivre aussi. Après, c'est vrai que nous, Laura, moi, quand je la voyais, c'est la légende. Donc, finalement, je la regarde, même si je ne vois pas bien, mais je la regarde avec mes yeux d'enfant qui avait envie de devenir, d'être un champion et d'atteindre ce niveau-là. Le niveau qu'elle a atteint, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui moi m'a tiré vers le haut. Après, c'est sûr que le parcours en lui-même, je ne le connaissais pas comme ça, et c'est après en découvrant sa personnalité, en découvrant son histoire, qu'on se rend compte que beaucoup de sportifs rencontrent un peu ces trajectoires remplies d'embûches et dans lesquelles on doit trouver des solutions et avancer, quoi. Tu parlais d'aide dans le parcours. S'il y a bien un parcours comme le tien qui a besoin d'un guide, qui a besoin d'aide, c'est un athlète paralympique qui doit courir avec celui qui est à côté, qui l'accompagne. Comment ça s'est passé, toi, tes débuts d'athlète de haut niveau? Tu avais cette envie, tout petit en RDC, de devenir un grand champion. Sans aide, tu n'aurais pas réussi à atteindre le niveau que tu as? Oui, alors quand j'étais tout petit en RDC, j'avais pas encore cette vision d'où je voulais aller. Mais on va dire que tout petit déjà, je ne savais pas marcher. Je ne faisais que courir. Si on demandait à ma famille, ma mère elle dirait que je ne faisais que courir. Marcher, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, rapidement, moi, on a distingué à l'âge de 3 ans que j'avais des problèmes de vue. Donc, le choix était clair, il fallait venir en France. Donc, on est venu en France pour pouvoir me soigner mes yeux. Mais tout de suite, on nous a dit que ça n'allait pas être possible, que ma rétine avait été touchée par les soins qu'on m'avait administrés au Congo. Et donc là, c'est tout un processus, en fait. C'est-à-dire tout un processus d'apprentissage. Parce que pour ma mère, la première sécurité pour son enfant, quand on parle de double projet d'anticipation, c'est ça. La première chose, elle me disait, c'est que ton handicap, en fait, c'est quelque chose que tu auras à vie. Mais ta protection, ça sera tes connaissances, ta connaissance et les diplômes, donc l'école.
Donc tout de suite, en fait, sa priorité, c'était que je trouve une école et je puisse intégrer un établissement pour pouvoir m'épanouir en tant qu'élève. Et donc c'était la première priorité. Donc tout de suite, donc j'ai intégré, donc j'ai appris le braille, j'ai commencé à étudier dans un centre spécialisé, mais c'était quelque chose qui était pas pour elle, c'était pas possible. Pour elle, il n'y a pas un monde des aveugles, donc des handicapés, et le monde des valides. Il y a un seul monde. Et donc finalement, rapidement, j'ai intégré donc la politique d'intégration pour pouvoir aller dans un lycée ordinaire, parce que j'ai fait ma scolarité collège dans un cadre spécialisé, mais le lycée, tout de suite, elle a voulu absolument que j'aille dans un cadre général. Et entre-temps, comme je dis souvent, c'est qu'entre-temps, je suis tombé amoureux d'un sport, l'athlétisme. Et en voyant des exploits d'un grand champion, Carl Lewis, et là, je me suis dit, là, je veux devenir un champion. Je veux faire comme ce monsieur. Oui, il y avait les Laura qui nous ont inspirés un peu plus tard, mais en voyant ces exploits, je me suis dit, non, moi, je veux devenir un champion comme ce monsieur. Et donc, à partir de là, en fait, comme je dis souvent, c'est là que j'ai rencontré le premier frein. Quand je parle de frein, c'est dans l'évolution d'un enfant. Parce que à cet âge-là, souvent, comme ma mère a dit souvent, c'est qu'un enfant, faut le laisser rêver. Un enfant a droit de rêver. Je pense que ma mère, je leur ai dit, je veux être pilote de ligne, elle m'aurait dit OK. Même si mes yeux, c'était pas possible, elle m'aurait dit OK. Parce qu'en fait, pour elle, il n'y a aucune limite pour un enfant. Et donc, moi, je lui ai dit, maman, je veux devenir un champion. Elle m'a dit OK, je ferai tout pour t'aider, mais il faudra que tu mettes en place le processus pour devenir un champion. Parce que ce monsieur-là que tu vois à la télé, c'est pas levé un matin, il s'est dit, je veux devenir un champion, et devenir un champion. Vous voyez ? Et donc, à partir de là, on s'est rendu compte du frein à la réussite quand on a un handicap. Parce que quand on parle du monde de l'enfant, souvent on dit que le monde de l'enfant, c'est un monde qui est dur. Je vous assure que le monde de l'enfant, pour moi, était doux. C'est quand j'ai rencontré le monde des adultes que je me suis rendu compte que mon handicap était quelque chose de compliqué. Parce que à l'âge où on cherche un club, où un enfant veut faire du sport, bah, c'est là où je me suis rendu compte que moi, j'étais discriminé, moi, j'étais différent. Parce que la différence, je ne la voyais pas avant ça. Même si je suis dans un cadre spécialisé, la différence, je ne la voyais pas. Et donc là, ma mère a dû chercher des clubs. Et un jour, elle a trouvé un club qui m'a donné ma chance. Moi, je suis arrivé un peu comme Laura quand elle explique qu'elle est arrivée, elle disait, moi, je veux devenir une championne. Moi, j'ai dit à mon coach, je veux devenir un champion. Mon coach m'a dit, de quoi tu parles? Dans sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est aveugle ou il a d'autres soucis? Non, je veux devenir un champion. Je veux devenir comme un Carl Lewis. Comme Carl Lewis. Vous connaissez Carl Lewis? Il a dit, oui, je connais Carl Lewis. Et donc lui-même, il ne connaissait pas le monde de l'handicap. Il ne savait même pas que les handicapés pouvaient faire du sport. Et je pense qu'il ne savait même pas que les handicapés pouvaient faire des études. Et donc là, on commence à s'entraîner, on faisait comme on pouvait. Le guidage, on ne connaissait même pas. Je courais à côté de mes camarades d'entraînement. Et un jour, on a rencontré un athlète avec son guide, à la Djiba. Et à partir de là, en fait, j'ai découvert le monde de l'handicap. Donc le sport handicapé. Et donc là, on m'invite au championnat de France. Je gagne le 100 mètres, le 200, la longueur, en étant guidé par quelqu'un que je ne connaissais même pas. Je ne savais même pas c'était qui. Mais j'ai pris du plaisir. Et ce jour-là, j'ai dit à maman, je te promets, maman, un jour, je vais devenir un champion. Et donc, c'est parti de là, en fait, la promesse que j'ai fait à ma mère, parce que en 2002, quand je commence à découvrir l'équipe de France, ma mère, elle décède. Et donc là, en fait, pour un enfant, c'est une transformation totale. On passe rapidement du monde de l'enfance, avec toute l'insouciance qu'elle nous véhicule, au monde du presque adulte. Surtout que, comme je vous expliquais, je me suis pris le mur du frein de l'handicap culturel. Et donc là, je me dis, mais maman, juste avant qu'elle décède, je dis, maman, je te promets, je vais devenir un champion. Et donc ça m'a transporté durant toute ma carrière. Et là, donc 2003, je me qualifie pour les champions du monde, mais je n'étais pas encore naturalisé français. Donc premier coup, mais comme on dit, c'est que j'avais cette âme de rebond. L'année d'après, c'était les Jeux d'Athènes. Et là, je pense que la fédération, ils ont dit, on ne va pas faire deux fois la même erreur. Donc là, je suis bien naturalisé français. Et là, je fais les Jeux d'Athènes et je remporte ma première médaille. Et pour moi, c'était une victoire sur ce frein culturel qui est donc une personne handicapée fait les choses beaucoup moins bien, où l'handicap et la réussite, c'est quelque chose qui est compliqué. Et surtout, en fait, c'était une récompense pour ma maman parce que je lui ai dit, maman, je vais devenir un champion. Et là, mon rêve de devenir un champion devient réalité. C'est beau.
Ouais, on peut, ouais, vous pouvez, ouais. Et parallèlement à cette carrière exceptionnelle qu'on connaît, Trésor, il a fallu aussi travailler. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, comme je dis souvent, c'est que, comme je disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est que ma maman, elle avait quelque chose de très fort, c'est l'anticipation. Ce que moi, je n'ai pas tout le temps. Même si, en tant que sportif, on doit avoir cette âme d'anticipation. Ma maman disait toujours que tout ce que tu anticipes, en fait, tout ce que tu anticipes, tout ce que tu prévois ne te surprendra pas. Vous voyez? Et donc, dans tout ce qu'elle me disait, c'est je veux que tu aies des diplômes. Même si tu es champion, même si tu es le meilleur du monde, même si il faut que tu aies des diplômes parce qu'une carrière de haut niveau, ça peut s'arrêter n'importe quand. Et donc, pendant longtemps, j'étais là sur les podiums, je gagnais, j'étais heureux, j'étais champion, la lumière sur moi. Et le projet socio-professionnel, de quoi on parle? Moi, je fais que gagner, je veux que gagner. Et finalement, on n'y pense pas. On n'y pense pas tout de suite. Mais à un moment, en fait, il y a, il y a le poids de l'âge, il y a l'horloge biologique qui nous appelle parce qu'on voit, comme a dit Laura, moi, je voyais mes potes qui étaient là, qui venaient au stade avec leurs garçons, leurs filles. Ils étaient là, gaga. J'ai dit, ah, c'est quand même pas mal d'avoir un enfant. C'est pas mal quand même d'être parent quand même. Surtout que tu commences à vieillir, tu commences à prendre de l'âge. Et donc, tu sens que c'est le moment. Donc, finalement, tu fais un enfant. Et là, tu te dis, bah ouais, j'ai des sponsors, mais comment ça se passe quand même? Parce qu'il faut quand même que tous les couches, ça coûte cher. Les biberons, ça coûte cher. Comment ça se passe? Et donc là, tu commences à penser au projet socio-pro. Sauf que tu as un BTS, mais ton BTS, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans qu'il a évolué par rapport au marché du travail. Tu commences, ton BTS s'appelle MUC. Et derrière, c'est quoi le nom? Le nom, il a changé. Donc finalement, tu te rends compte que, ah oui, là, il y a un problème. Et donc, finalement, tu commences à penser à ce projet, au projet socio-professionnel, tu cherches à trouver une entreprise. Et donc là, tu te rapproches de ta fédération. Et c'est comme je dis toujours, c'est l'accompagnement qui va être important. Bon, le sujet de l'accompagnement fédéral, pour moi, c'est toujours un sujet qui est compliqué. Je ne sais pas s'il y a des membres de ma fédération qui sont là, mais ils le savent. Ils savent ce que j'en pense. Je pense qu'aujourd'hui, être accompagné, c'est aussi être bien accompagné. Parce qu'il y a beaucoup de fédérations qui ont encore ce problème, parce qu'ils veulent accompagner, mais ils ne savent pas comment accompagner. Quand Laura elle parle que nos jeux ont fonctionné, c'est parce qu'aussi, il y a des choses qui ont été mises en place par elle, toute son équipe et ceux qui sont arrivés après, par rapport à l'accompagnement des sportifs de niveau avec l'ANS notamment. Mais moi, à l'époque, c'était de la chance, c'est des rencontres. Ça que je dis aux gens, le conseil que je donne toujours, c'est créer du réseau. Créer du réseau. Pourquoi? Parce que quand moi je demandais à ma fédération, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un emploi. Ils m'ont dit, écoute, Trésor, en plus c'était la période où j'étais un peu moins bien sportivement. Ils m'ont dit, écoute, Trésor, ça va être compliqué de te trouver un emploi parce qu'il faut qu'on place les jeunes qui arrivent, qui sont en train de monter, qui sont en train de perfer. Et là, tu te dis, mais attends, j'ai donné toute ma vie, toute ma carrière à mon pays. J'ai été le meilleur parmi les meilleurs et aujourd'hui je suis en difficulté et personne ne me tend les mains, même ma fédération. Et donc là, c'est là où le réseau est important. Et là, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, Trésor, écoute, moi je suis à la SNCF, pour pas les citer, et je te promets, s'il y a un poste qui se libère, je te dirai pour que tu puisses postuler. Et à partir de là, donc, j'ai postulé à la SNCF et aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui a compris et qui accompagne ses sportifs grâce à comment dire ça, Un dispositif qui s'appelle le dispositif Athlète SNCF, qui est accompagné par le ministère et par la fédération et notamment et donc par l'entreprise via ce qu'on appelle donc un contrat d'insertion professionnelle, donc une CIP. Et donc à partir de là, en fait, je peux m'entraîner à quasiment 80%. Et le reste du temps, je suis salarié de la SNCF. Donc, ça me permet de continuer ma carrière tout en préparant demain. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les mois, j'ai mon salaire, je suis en CDI, j'ai la sécurité de l'emploi, je peux être tranquille dans ma tête pour pouvoir préparer les jeux qui sont passés là et aujourd'hui, préparer les championnats du monde. Parce que oui, c'est très bien d'avoir des sponsors, mais les sponsors ne nous permettent pas forcément de pouvoir nourrir l'ensemble de nos projets de vie. et tu vas pouvoir continuer à être ambassadeur de Transition Pro Île-de-France. C'est une chance et je les remercie encore
pour l'accompagnement et pour la confiance qu'il me donne. Merci Trésor, merci Laura. On va faire un temps d'échange avec vous deux parce que je suis sûr que vous avez des questions à poser à Trésor et Laura. Vous faites signe, vous levez la main et je vais vous donner le micro pour poser vos questions sur leur parcours de vie d'athlète, leur parcours d'après, leur parcours professionnel. Alors, qui veut poser? Il faut toujours un premier, une première pour lancer l'affaire. Hop, voilà, merci d'avoir donné le là. Vous pourrez poser vos questions. On m'entend bien? Oui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laura, bonjour Trésor. J'avais une question pour vous, Laura. La question, c'est est-ce que vous avez déjà eu des moments de doute au début de votre carrière d'escrimeuse et par la suite à la fin de votre carrière d'escrimeuse? Alors, comme j'aime bien anticiper, j'aime pas trop les surprises, donc j'ai appris à accepter la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être championne toute sa vie. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais. J'écrivais quand j'avais peur, j'écrivais quand j'avais des doutes, j'écrivais quand je trouvais des solutions, j'écrivais quand j'avais des personnes qui pouvaient m'inspirer. Et donc, oui, le chemin est compliqué. En revanche, mon point fort, c'est le mental. Je n'ai jamais travaillé avec de préparateurs mentaux. En revanche, j'ai travaillé avec des nutritionnistes par la suite et des biomécaniciens. Parce que l'âge, le corps est ingrat. À un moment, on a beau faire attention, voilà, on est plus svelte. Et donc, du coup, j'ai tout de suite compris que ce que je recherchais, c'était l'excellence. L'excellence, force était de constater qu'il y avait des stratégies, il y avait de la répétition et il y avait de la pression qui était là. Donc, j'ai épousé la pression. Je me suis dit que, de toutes les manières, je ne veux pas faire un one-shot, je vais durer 5 Olympiades. Donc, du coup, il faut accepter, en fait, la pression du système. 5 Olympiades, c'est aussi changer de morphotype. Quand moi j'ai commencé l'escrime à Atlanta, on faisait 1m71 et quasiment tout le monde faisait 1m71, 1m80. J'ai fini ma carrière, les plus grandes faisaient 2m02. Imaginez le message qu'on reçoit du haut vers le bas. Donc du coup, on redéfinit des priorités et j'ai accepté de cohabiter avec la pression. Mais j'ai accepté aussi d'être hyper méticuleuse dans la préparation. Je dis toujours, et Trésor l'a bien dit, pour minimiser la pression, il faut en fait objectiver les process. Donc je répétais mes process, qui fait que le jour de la compétition, je savais qu'il y avait en fait une obligation de réussite. Donc obligation de réussite, pression. Et donc du coup, je me disais, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Parce que demain matin, quand tu vas te réveiller, tu auras le nœud au ventre, tu ne vas pas manger, tu vas faire des cauchemars. Tu mets quoi à côté pour quelque part cohabiter avec la pression? Et j'ai décidé d'aimer cette cohabitation. Parce que quand on accepte et qu'on met en place des stratégies pour mieux respirer, pour manger, au lieu de manger au petit déjeuner, grignoter le jour de la compétition, ce n'est pas grave. Parce qu'on fait attention avant et on fera attention après. En revanche, j'amenais de l'oxygène à ma pensée pour que quelque part je dise à un moment, à la pression, tu restes sur le banc, moi je m'engage dans mon projet. Parce que j'ai répété, j'ai confiance et j'ai confiance au système. Donc ce que je faisais, c'est que je répétais mes gammes et je faisais confiance en l'entraîneur. Je faisais confiance ce mot revient souvent. C'est parce que j'ai été championne avec des alliés. Je disais à mon kiné, qui est un petit peu comme le facteur ou le coiffeur, eh ben, je lui disais, à 7 minutes 30 de match, je peux avoir peur. Le match, c'est 9 minutes. Je cale à 7 minutes 30, vérifie pour moi 7 minutes 30 parce que moi, je perdrais en concentration. Merci. Et bien, à 7 minutes 30, mon kiné qui était en dehors de la piste, il me disait « soleil ». Rien à voir avec l'escrime. Mais soleil, ça me rappelait mon enfance. Donc j'ai créé en fait des moyens pour me permettre en fait de déstresser sur des moments fatidiques où je ne devais pas faillir. Et j'ai appris, donc j'ai écrit. Et j'ai écrit en fait toutes les solutions que je pouvais prendre ou récupérer de mes sparring partners pour être toujours à l'instant T, à l'heure H, opérationnel. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi au monde professionnel, au monde du travail, quel que soit son job? J'ai envie de dire oui.
ça existe. Ma sœur, elle avait aussi des cauchemars je dirais, un mois avant les échéances. Elle avait peut-être que vous avez déjà eu ce cauchemar. Vous rêvez en fait que le train ou le taxi il part et en fait on crie, on ne nous entend pas, on court, le taxi ne nous voit pas et finalement on court après quoi? Mais en fait, j'ai une copine qui a analysé ce rêve et en fait, elle nous a dit que en fait, c'était juste nous sommes prêts physiquement et techniquement. Et donc, du coup, maintenant, il faut laisser libre cours à la passion. Et comme moi, je suis une passionnée, vous l'avez certainement compris, eh bien, en fait, j'allais chercher de la joie et du sourire et de l'amour en attendant, en fait, la compète. En revanche, Mr. Jekyll et Dr. Hyde, une fois que j'étais dans l'antichambre avant de monter sur la piste, là, j'étais pitbull. J'avais travaillé, ce n'était pas pour rien. L'entraîneur m'avait fait répéter, ce n'était pas pour rien. J'avais fait des concessions avec ma famille, laissé ma fille et mon mari à la maison. Consensus, pas sacrifice. Ce n'est pas pour rien. Et après, eh ben, si ça marchait, ben, tout le monde s'en sortait grandi. D'autres questions pour Gauthier, Trésor et Laura? Ça, c'est parce que je t'ai appelé Miguel, ça. Ouais, j'ai fait exprès. C'est vengeance, mon petit. Bonjour, merci à vous deux de nous donner quelques conseils de votre expérience. On sent bien que vous êtes tous les deux avec un caractère très fort, je dirais très musclé. On ne l'est pas tous comme ça. Et il y a eu des moments forcément de doute, vous nous l'avez raconté, expliqué. Et je veux savoir comment. Moi, je ne pense pas être forcément un caractère hyper fort, même si j'ai énormément d'envie de plein de choses, envie de partager, de faire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous étiez peut-être dans le creux, vous permettez de remonter, de dépasser parce que, comment devenir plus fort dans son caractère pour arriver à dépasser toutes ces difficultés? Déjà, je pense que c'est quand même quelque chose qui est inné. Je pense qu'on est quand même dans nos caractères de chacun. Je pense que ça se travaille, mais je pense qu'on est quand même avec quelque chose avec une base. Je pense que j'avais quand même cette base-là d'être quelqu'un qui ne lâchait rien, qui avait cette force mentale. Moi, souvent, je dis juste que je suis parti de loin et je suis arrivé aujourd'hui où je suis aujourd'hui. En disant que le départ ne condamne pas l'arrivée. C'est une phrase que j'ai toujours et c'est une phrase qui est un peu écrite partout, que ce soit dans mon téléphone, que ce soit, je l'avais même écrit chez moi, parce que j'estime que l'histoire, en fait, te construit et l'expérience fait de toi ce que tu vas devenir demain dans ton caractère, par exemple. Même si tu as une base, et donc la base, il faut la travailler. Des doutes, on en a eu, comme Laura a pu le dire. Moi, comme je disais, c'est qu'en 2011, avant 2011, je suis l'élite, dans l'élite. Je suis promis au bilan mondial, je domine ma discipline. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est moi, comme on dit. Sauf qu'en 2011, là, je connais une grosse blessure. Et là, tu te retrouves 20e au bilan mondial. Tu regardes le bilan mondial, mais tu te dis, mais c'est quoi? C'est quoi? Où je suis là? Et des gens, entre parenthèses, tu les regardais même pas. Mais tu te retrouves dans un cadre que tu connais pas, en fait. C'est nouveau pour toi. Et donc là, qu'est-ce que j'ai dû faire? Quelque chose qui est compliqué quand tu fais du haut niveau. Parce que quand tu fais du haut niveau, souvent, il y a l'amour-propre qui prend énormément de place. L'ego d'un sportif. Souvent, vous savez, quand vous voyez des sportifs, vous dites, ouais, mais il a la grosse tête, lui. Il a la grosse tête, Mbappé. Il a la grosse tête. Faut savoir que c'est quelque chose qui nous construit. Après, on le communique de telle ou telle sorte de manière. Il y a des gens qui vont être, dans leur communication, ils vont montrer ce côté-là. Mais l'ensemble des athlètes de haut niveau, quand tu fais du haut niveau, tu as un ego qui est surdimensionné. Parce que c'est normal. Tu veux gagner. Tu veux être le meilleur. Tu veux être au-dessus de tout le monde. D'accord? Donc, à partir de là, en fait, qu'est-ce que tu fais? Moi, comment j'ai construit ma remontée, c'est d'accepter, en fait, de dire, voilà, j'accepte. J'accepte qu'aujourd'hui, je ne suis plus le meilleur. Mais non, mais qu'est-ce que je peux trouver comme outil pour pouvoir remonter cette pente? Et en fait, je me suis appuyé sur les autres, notamment sur ma famille, notamment sur les gens qui étaient là. Parce que quand tu arrives là, quand tu n'es plus là, ton téléphone sonne moins bien. Quand tu n'es plus ton téléphone ne sonne plus. Tu sais, mon téléphone qui est toujours en train de sonner, vibrer, même tu en as marre, tu te dis, mais laissez-moi un peu tranquille. À ce moment, il ne sonne plus le téléphone. Donc là, les gens qui sont là, c'est les vrais.
Et donc, c'est sur ces gens-là que tu vas t'appuyer. Parce qu'eux, ils vont te dire la vérité. Eux, quand tu étais. Vous savez, quand moi, à Pékin, je gagne. Pékin, je suis au-dessus, j'arrive chez moi, je dis maman, ouais, on m'a dit que. Parce que quand tard, j'ai dit ma mère est décédée, donc je vous dis, quand je dis maman, c'est la petite sœur de ma mère qui m'a fait grandir. Parce que sinon, les gens me disent mais ta mère, elle est ressuscitée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je préfère préciser. Donc, quand en 2008, je rentre à la maison avec 2 médailles des Jeux de Pékin, je dis maman, oui, j'ai un partenaire qui m'a dit qu'il va mettre un taxi tous les jours pour m'amener à l'INSEP, pour me déplacer. Ma mère, elle me dit écoute, ton taxi là, tu savais prendre le transport en commun, tu continueras à prendre les transports en commun. Vous savez, juste ça, ça te remet dans la réalité. Vous voyez, donc ces gens-là, quand tu étais en haut, ils te remettaient dans la réalité. Quand tu es en bas, ils te diront toujours la vérité. Et donc ma mère, elle m'a dit, il faut que tu reprennes tout à zéro. Considère que tu ne sais pas faire. Accepte que tu ne sais pas faire. Repars à zéro. Et donc, c'était compliqué, hein, mais accepter de dire, bah oui, moi, le champion qui a dominé le monde, je ne sais pas faire. C'était compliqué. Mais j'ai accepté. Et donc, à partir de là, je me suis appuyé sur ça pour pouvoir remonter progressivement. Parce que le système avait changé. Parce qu'il y avait des nouveaux athlètes qui arrivaient dans le milieu, qui avaient des processus complètement différents. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à reprendre la réalité, de revoir comment des choses se passaient. Et là, j'ai pu revenir parmi les meilleurs. Laura, un mot sur cette notion de confiance, de mental, Pour compléter aussi, Ouais. j'ai envie de dire, effectivement, le sport nous a montré que nous n'étions pas tous identiques. Et j'ai pu, effectivement, mon fort, c'est le mental, mais j'ai pu, en fait, avancer avec des coéquipières, des amis, qui, eux, étaient hyper discrets. Et je me suis rendu compte que dans le groupe, des fois, c'était eux qui avaient la bonne solution. La seule chose, c'est que le démarrage était plus compliqué. Donc, du coup, en fait, ce qu'on leur disait, c'est « aimez-vous plus ». Elle me disait ouais, mais j'ai pas confiance en moi. Je dis mais tu es championne du monde. Alors tu peux avoir un démarrage plus compliqué, tu peux être moins éloquent, mais confiance dans ton projet, confiance dans ton attitude. Vous savez, lorsqu'on rentre, on nous dit toujours le port altier, montrer dès les 3 premières secondes, il faut montrer en fait qu'on y va. Et elles étaient discrètes. Donc j'ai compris aussi sur les 5 Olympiades qu'il y avait des profils types qui montraient qu'eux, ils étaient beaucoup plus humbles, beaucoup plus réservés. En revanche, je suis toujours restée à côté d'elles pour aussi leur dire « Allez, c'est ton tour, c'est à toi de parler ». Et lorsque ce décalage était réduit, eh ben, ces personnes étaient explosives, solaires et intuitives et efficaces. Donc effectivement, prenez votre temps. En revanche, la première des choses, c'est aimez-vous. Aimez-vous et faites-vous confiance. On peut réussir, on peut être dans l'échec un moment, mais ne faisons pas l'erreur 2 fois. Donc du coup, la mémoire joue des tours, donc écrivons. Mais faites-vous confiance et surtout, pardonnez-vous. Et nous, on est super durs, surtout quand on est excellent dans certains domaines, on ne s'autorise pas l'erreur. L'idée, c'est d'accepter, mais ne pas reproduire. Et pour ne pas reproduire, c'est aussi comprendre le système et l'environnement et aimer aussi et épouser cet environnement. Et j'ai accepté de mal faire pour surprendre. Une autre question ici. Bravo à tous les deux, c'est vraiment très inspirant. Je vais aborder un sujet qui n'est pas toujours très simple pour les athlètes de haut niveau. On parle de reconversion, là on parle de transformation durable. Vous déplacez énormément, vous déplaciez énormément, et donc votre impact carbone était ou est toujours très élevé. Et en revanche, on a besoin de gens inspirants pour vous, pour donner envie à tout le monde d'évoluer, de grandir sur ces sujets de transformation durable. Est-ce que vous vous sentez légitime pour prendre la parole ou est-ce que vous avez encore un certain nombre de freins pour parler de ce type de sujet? Mais écoutez, c'est un sujet qui nous concerne tous. Depuis tout à l'heure, on parle que Laura, comme moi, on parle de nos parents, on parle énormément d'héritage. Et donc, tous ces sujets, c'est des sujets qui nous touchent, bien sûr. Et donc, moi, je m'efforce énormément à réduire mon impact carbone. Bah, déjà, je travaille à la SNCF, donc je vous invite tous à prendre le train. Mais effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait des stages, si je dois aller à La Réunion, il est compliqué pour moi de partir en train. Donc, on essaye quand même d'optimiser au maximum. C'est sûr que c'est assez compliqué de pouvoir
quand les compétitions par exemple, quand il faut aller courir à Tokyo, la préparation, elle est quand même complexe. Et donc, forcément, notre impact carbone, elle est beaucoup plus élevé. Où je suis content, par exemple, cette année, pour la préparation pour les Jeux, on a beaucoup travaillé en France. Et donc, toujours pour ne pas faire de pub à la SNCF, c'est vrai qu'on a beaucoup pris le train. Donc, c'est-à-dire on s'est efforcé d'aller en stage dans le Sud, par exemple. Donc, voilà, on s'efforce. Les athlètes, honnêtement, on y pense énormément. Parce que la Terre, c'est notre terrain de jeu. Et donc, forcément, on est obligé de penser à ça. Je vais prendre la casquette de l'ancienne ministre des Sports et je vais renforcer en fait ce que Trésor disait. Le monde du sport aussi, on est toujours dans l'anticipation. Donc on a travaillé aussi en cohérence avec les fédérations internationales pour avoir une cohérence sur les trajets qu'on doit effectuer de manière nationale et internationale. En général, on dit toujours que nous sommes un petit peu des pilotes de gérer du système national. Et donc, du coup, chaque fédération a des référents qui travaillent sur l'impact, sur la transformation. Et j'ai envie de dire, dans certains secteurs comme le secteur maritime, je vais vous citer en fait Coralie Balmy, nous avons énormément de sportifs et de sportives qui s'impliquent justement dans la transformation du quotidien. Et au niveau du ministère, on avait fait aussi en fait des partenariats avec des acteurs cohérents et efficaces comme WWF pour en fait avoir en fait une vraie cohérence avec la vie de demain et le futur de nos enfants. Donc le sport est vraiment en cohérence. Après, il peut y avoir des ratés, mais comme on dit, on accepte en fait les bons conseils. Un mot ici. Allez-y, c'est ouvert. Allô. Oui, bonjour à vous deux. Justement, de venir aujourd'hui et parler de votre parcours, qui fait signe de témoignage que la persévérance, ça paye. Et voilà, écoute, moi je suis on va dire, sportif dans l'âme, mais voilà, j'ai un parcours assez particulier. J'ai 38 ans et ça me fait plaisir de vous entendre parler parce que le parcours de sportif, il n'est pas facile au quotidien et jusqu'à la médaille. Donc bravo à vous déjà, pour ça. Et voilà, moi je suis juste un élément dans le monde qui a beaucoup fait du sport dans sa vie depuis très jeune âge, et puis je me suis perdu en route. Mais ça fait quand même plaisir d'entendre des gens qui ont persévéré malgré les difficultés du quotidien. Et force à vous pour la suite, et j'espère qu'on aura d'autres sportifs. Voilà, un parcours, le vôtre, Laura, est Trésor inspirant pour celles et ceux qui sont là. C'était aussi le but de cet échange qu'on pouvait proposer pour ces journées avec vous, les deux parrains de cette deuxième édition de Génération Reconversion. Je vous demanderai, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Laura Flessel et Trésor Macounda. Juste avant de partir, merci en fait de ce temps de complicité. Vous l'avez compris, effectivement, ce qu'on voulait, c'était partager, mais aussi réveiller, gérer les champions que vous êtes aussi. On dit champion de son projet, pas champion olympique ou autre. Soyez champion de vos propres projets et embarquez pour que derrière, on puisse encore et encore être fiers de demain. Et bonne chance à vous. Oui, dans la même continuité que Laura, c'est ça, c'est que chacun a ses projets et l'essentiel, c'est de construire sa réussite en fait. Ici, vous êtes tous venus ici avant tout, pas forcément pour nous écouter. Nous écouter, c'est une option, ça a été quelque chose qu'on vous a proposé, mais avant tout, c'était pour vous construire votre projet. Et donc, exactement, soyez champion de votre projet parce que votre réussite, on parle d'être, nous, quand on remporte une médaille olympique ou paralympique, c'est un projet qu'on a construit, c'est notre réussite, c'est la réussite de tous les gens qui nous ont accompagnés. Mais vous, demain, quand vous allez réussir votre projet professionnel, c'est aussi une fierté. C'est aussi une fierté pour vos familles et c'est aussi votre médaille d'or à vous. Donc voilà, soyez fiers de vos projets et entourez-vous des gens qui vous aiment et l'avenir vous appartient. Merci à tous les deux.
Merci à vous d'avoir profité de ce moment privilégié avec Laura Flessel et Trésor Gauthier Makunda. C'est son deuxième prénom. Dans quelques instants, on se fait la prochaine table ronde. On va s'intéresser à la formation et les métiers porteurs liés à la formation tout de suite avec nos 4 intervenants ici même, dans ce même lieu. Merci d'avoir été si nombreux à écouter Laura et Trésor.